Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Aude de Thuin. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice du Women's Forum. Amaury nous fera votre parcours. Vous êtes une des femmes emblématiques en France pour la cause des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, on est dans un bouleversement, on en discutait juste avant le début de cette rencontre, on est dans des bouleversements de mode de travail. C'est certainement une belle opportunité pour repenser également le rapport homme-femme. Alors vous êtes tous, avant de commencer, de rentrer dans le dur, vous êtes tous aussi formidables. Merci de votre fidélité. Vous êtes un peu plus de 170 inscrits aujourd'hui. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Christophe Brusset pour parler de confiance, la confiance avec le consommateur. L'auteur de Vous êtes fou d'avaler ça. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation commerciale. On travaille aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays, dans 9 langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, la santé ou les technologies. Alors, le grand témoin du jour, c'est vous, Aude. Un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler particulièrement de cet entretien que vous avez eu avec Agathe Cagé qui a donné lieu à ce livre Changer le monde par les femmes. Alors, Amaury, est-ce que tu peux nous dresser le portrait d'Aude de Thuin? Oui, parfaitement. Aude de Thuin, vous êtes une femme d'affaires à la carrière étonnante. Quand vous montez à Paris à seulement 17 ans, sans réellement savoir quoi faire, vous vivez parfois au jour le jour. C'est néanmoins durant cette période que vous prenez conscience de votre capacité à observer, comprendre et appliquer tout ce que vous voyez et entendez. C'est cette faculté qui vous a toujours poussé à entreprendre. En 1972, vous fondez le magazine Promo Bourgogne, puis, quelques années plus tard, ADT Consultant, qui anime la Semaine internationale du marketing direct. Cette expérience vous amène, au milieu des années 90, à fonder la compagnie Schaeffer, qui organise 2 salons, l'un sur l'art du jardin et l'autre sur ses loisirs créatifs. Puis en 2003, vous n'êtes malheureusement pas invité au Forum économique de Davos et vous décidez donc de fonder le Women's Forum pour rassembler les femmes d'influence du monde entier. Ce forum est d'ailleurs depuis classé par le Financial Times parmi les 5 forums les plus influents au monde de manière récurrente. Depuis 2015, vous vous engagez auprès de Women in Africa, première plateforme internationale dédiée au développement économique des femmes africaines, leaders et à haut potentiel. Cet engagement auprès de la place des femmes dans la société et votre parcours vous ont valu plusieurs hautes distinctions, comme la Légion d'honneur ou l'Ordre du mérite. C'est donc un immense honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci, ça fait drôle de voir comme ça tout ce que j'ai fait depuis quelques années maintenant. Et, euh, et c'est amusant d'entendre ça parce qu'on ne parle jamais de soi-même. Il faut toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Vous savez, on entend parler de soi, c'est soit quand on a justement la Légion d'honneur, ou soit quand le jour de son enterrement. Et sinon, ça n'arrive jamais. Eh ben, on a ce plaisir et cet honneur aujourd'hui de faire votre portrait. Aude. Vous avez une énergie débordante. Vous avez monté plein de business, vous êtes rayonnante. D'où vient cette énergie, Aude? De la colère, beaucoup. D'abord, j'ai la chance d'être née probablement avec cette énergie. C'est quelque chose, vous savez, c'est comme le charisme, ça ne s'invente pas, ou le charme. Soit on en a un peu et on peut le développer, soit on n'en a pas du tout, il faut laisser tomber. Moi, je pense que je suis née comme ça, donc c'est plutôt une chance, mais j'ai aussi été toute petite, j'étais en colère. Et vous allez comprendre, parce que c'est presque une ligne directrice de ma carrière, vraiment depuis très longtemps, c'est que j'ai 5 sœurs. Et je suis la seconde. Et à chaque fois, donc il y en a eu 4 après moi, et à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s'excusait auprès de mon père, parce que c'était encore une fille. Et lorsque j'ai été en capacité de comprendre ça, j'ai détesté être une fille, évidemment, puisque j'aurais voulu plaire à ma mère. Et c'était comme ça pour mes 4 sœurs après. Et du coup, inconsciemment, j'ai créé une colère que j'ai réussi à gérer en faisant beaucoup de travail analytique
et que je continue à faire lorsque mes colères sont trop fortes et pour ne pas peser sur cette personnalité qui parfois est aussi un peu envahissante, mais il faut que j'apprenne à vivre avec puisque c'est moi. Donc voilà. Mais cette colère a dirigé ma vie. Oui. Les statistiques le montrent, il y a plus d'hommes entrepreneurs, il y a à peu près 2 fois plus d'hommes qui dirigent les entreprises aujourd'hui dans le monde que de femmes. À quoi aujourd'hui est-ce qu'on peut attribuer ce fait alors que il y a une éducation, le niveau d'éducation est maintenant dans les pays développés à peu près identique. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat au féminin a encore du mal à percer? Un manque de confiance, malheureusement, chez beaucoup de femmes. Les femmes ne sont pas dans les familles. C'est moins vrai maintenant, mais quand je dis maintenant, c'est que quand on est entrepreneur, on a déjà minimum 25 ans. Donc c'est une génération. Et il faut le voir en termes de génération. La génération d'avant était une génération où, lorsque des filles faisaient, y compris des grandes écoles de commerce, hein, comme HEC, SEC, etc., elles se dirigeaient plutôt vers un job qui n'était pas celui où elles allaient prendre de risques. Parce que les femmes ont des doutes beaucoup plus que les hommes, souvent un manque de confiance en elles, et donc aujourd'hui encore il y a ce décalage. Mais et comme il s'agit, là on parle en termes de génération, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un changement majeur parce que les femmes et les jeunes femmes ne veulent plus subir certaines choses dans les entreprises. Je ne parle pas d'agression, hein, je parle de subir au sens psychologique, c'est-à-dire souvent ce qu'elles considèrent comme injuste, souvent comme ce qu'elles considèrent comme oui, c'est l'injustice qu'elles subissent le plus, et particulièrement depuis le Covid, qui est un élément majeur dans la transformation du monde aujourd'hui. Et de ce fait, elles se disent « et si j'essayais ?» Et donc, on est dans une génération qui, en plus, est accélérée par le numérique, parce que ça demande moins d'investissement, suivant le niveau de boîte qu'on veut lancer. Il y a 25 ans, on ne créait pas une boîte comme ça. Ou alors, les filles, et c'était quelque chose que j'ai vécu quand j'ai créé le Women's Forum, on disait, oui, elles font des métiers de nana, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont dans la mode, dans les trucs pour enfants, dans la déco et tout ça. C'est très bien, je veux dire, c'est très bien. Mais elles n'allaient pas dans ce qu'on était, c'était pas considéré comme des entrepreneuses. Vous voyez, moi, j'ai été considérée comme une entrepreneuse très tôt parce que j'ai lancé des salons professionnels. À l'époque, j'étais la seule femme. Bon. Et d'ailleurs, dans les anecdotes, notre métier, j'étais commissaire, voilà, c'est le terme du métier. Et lorsqu'on me présentait comme commissaire, les gens attendaient de voir le mec qui était derrière moi, si vous voulez. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit moi. Mais voilà, moi, j'ai toujours été gâtée par quelque chose qui m'a donné une autorité naturelle aussi, c'est ma taille. Parce que je fais une tête de plus que tout le monde. De ce fait, vous voyez, j'avais pas ces problèmes. Et c'est là où je me suis mise à observer les souffrances des femmes, ce manque de confiance, les doutes permanents. Mais moi, je crois que les doutes, ça construit, justement. Moi, je passe ma vie aussi à avoir des doutes. Je donne une impression d'assurance totale, mais la réalité derrière, c'est que je vis avec des doutes. Et c'est lorsque j'ai travaillé sur ces doutes que j'arrive à construire quelque chose, en me demandant si j'ai eu raison. Vous voyez, voilà, donc chez les femmes, c'est plus complexe, mais la nouvelle génération n'a plus ces mêmes hésitations. Et aujourd'hui, les jeunes femmes sont en train de bouleverser les choses. Vous confiez dans votre entretien avec Agathe Cagé, ne vous êtes jamais sentie ou considérée comme importante. Après tout votre parcours, finalement, qu'est-ce qu'il faut à une femme entrepreneur pour se sentir importante et comment, quels conseils on peut donner aux jeunes femmes qui veulent devenir entreprenantes pour construire cette confiance en elles dont vous parlez? Alors, il y a deux sujets. Celui de ne pas être quelqu'un d'important, ça c'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Moi, je suis issue d'une famille pour qui être fonctionnaire, c'était ce qu'il y avait de mieux parce que c'était, on prenait pas de risques. Bon. Donc, et je ne sais pas ce que veut dire le mot être important. Donc, je n'ai jamais eu cette impression, vous voyez, de l'être. Quand on me dit vous êtes impressionnante, je suis un peu surprise. Quand on me dit ça, moi je considère que je suis juste une femme normale, accessible, vous voyez, juste, voilà. Donc, et j'ai une anecdote derrière ce sujet, c'est que
Amaury l'a dit, c'est vrai que j'ai eu la Légion d'honneur lorsque j'ai créé l'Humains Forum. C'était le ministre de l'économie de l'époque qui a souhaité que je reçoive la Légion d'honneur. C'était Thierry Breton. Et donc, par réflexe naturel, j'appelle ma sœur aînée pour lui dire tiens, j'ai la Légion d'honneur. Elle me dit ah oui, pourquoi? Voilà, vous voyez, c'est voilà, bon, ça dit beaucoup de choses de cet environnement. Alors, donc mon problème est le mien, c'est-à-dire qu'en ce sens, je ne suis pas un exemple. Concernant les autres femmes et leur importance, mon travail, peut-être parce que j'ai vécu ça, est de leur dire qu'elles sont aussi importantes que leur mari, que leur père, parce qu'on a le même cerveau. Et tout mon boulot est de leur faire comprendre ça, leur donner cette confiance presque naturelle que nous n'avons peut-être pas, effectivement, en naissant, ou en tout cas que nous n'avions pas à ma génération, que les jeunes femmes d'aujourd'hui, moi, ma petite fille, elle a 17 ans, et je peux vous dire qu'elle a une confiance totale en elle, elle se considère comme le l'égal de son frère, comme un alter ego très normal, et ce qui nous amène, oui, parce que c'est une génération différente. Mais les filles d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui, moi je leur dis toujours ça, mais nous avons le même cerveau que les hommes. On est fabriqués pareil. Je me souviens d'avoir entendu, quand j'ai créé Women's Forum, dire mais les femmes n'ont pas, le cerveau des femmes est plus petit que celui des hommes. C'est une absurdité totale. Vous voyez, et donc le cerveau, ben, c'est comme un muscle, hein, on pédale et on le renforce en permanence. Et donc il faut pédaler beaucoup pour en permanence être à la hauteur de ce qu'on a envie d'être. Après, justement, c'est le sujet de l'ambition. Est-ce qu'on a envie d'être quelque chose? Moi, j'ai jamais eu envie d'être quelque chose. Il se trouve que j'ai grandi naturellement en allant et en travaillant des sujets que je trouvais souvent injustes. Vous voyez, le fait de créer le Women's Forum, c'est parce que j'ai pas été reçue à Davos. J'ai demandé en 2000, 2001, 2002, je voulais aller à Davos parce qu'on disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde. J'étais assez prétentieuse à l'époque. Et moi aussi, je pensais que je pensais le monde. Vous voyez, je trouvais ça voilà, normal. Et je n'ai jamais eu de réponse. Et lorsque j'ai interrogé 3 copines qui y allaient, qui étaient des femmes puissantes, vraiment puissantes, il y avait Christine Ockrent, Anne Lauvergeon, Dominique Erard-Dubreuil, elles m'ont dit, mais tu es une femme. Je dis, attends, toi aussi. Oui, mais toi, tu as une petite entreprise. Et Davos ne s'intéressait pas. Les petites entreprises, c'était rien, quoi. Vous voyez, pour eux, c'était le CAC et l'équivalent partout dans le monde. Et j'ai observé comment fonctionnait Davos. Il y avait 4% de femmes. Et là, une de mes grosses colères est arrivée. J'avais une proposition de vente de mon groupe précédent, le groupe Lagardère voulait m'acheter. J'avais une jeune directrice générale et je lui ai dit, écoute, ben voilà, tu vas mener la vente de l'entreprise et moi, je vais essayer de créer un forum parce qu'il est juste anormal que Davos pense le monde de demain avec 4% des femmes alors que nous sommes la moitié de l'humanité. Et c'est la colère qui m'a fait créer ce qui est devenu le plus gros forum du monde. Vous voyez, voilà, mais j'y avais pas réfléchi avant, hein. C'est arrivé par la colère, tout simplement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement comment vous y êtes pris? Donc, vous n'êtes pas invité à Davos et vous dites, je veux créer un forum pour les femmes. Concrètement, comment vous avez commencé? C'est souvent le début des aventures entrepreneuriales qui est le plus difficile. Et puis après, on est lancé, on est porté par l'énergie collective. Comment est-ce que vous avez initié, comment vous avez allumé le feu de ce Women's Forum? Alors pour moi, c'était assez facile. Il faut dire que lorsque j'ai voulu aller pour la première fois à Davos, c'était en 2000. J'avais déjà 50 ans. À 50 ans, j'avais donc une expérience de un peu plus de 25 ans de vie professionnelle. Donc je savais travailler. Ça, c'est la première chose. Après, je ne me pose jamais la question de savoir si je vais savoir ou pas. Je veux dire, les choses se mettent en route. Je pense que quand on crée une entreprise, c'est d'avoir la bonne idée à un moment et voir s'il y a des compétiteurs ou pas. Il n'y en avait pas. Il y avait des initiatives de femmes un peu partout dans le monde, parce que j'ai évidemment benchmarké, mais c'est la colère, me dire, mais comment est-ce qu'on ose dire qu'on pense le monde sans la moitié de l'humanité? Et donc, porté par ça, j'ai eu cette idée, je ne savais pas très bien comment m'y prendre, hein, parce que j'avais le sentiment que je savais que je touchais quelque chose qui était fort, qui était difficile sur le plan psychologique, de la compréhension, parce qu'on disait qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est un truc de nana, quoi. C'était rien d'autre. En plus,
je sortais d'une entreprise un peu mondaine, enfin considérée comme telle, qui était l'Art du Jardin. L'Art du Jardin a été, là aussi, j'étais numéro 2 mondial, et c'était assez, il y avait un côté, même si c'était très commercial et très inspirant sur le plan des jardins, enfin, bon, ça avait un côté mondain. Et Création et Savoir-faire, qui était le salon sur les loisirs créatifs, que j'avais créé parce que ma grand-mère disait, quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre, et c'est beaucoup de bon sens là aussi. Et donc j'avais cette image, et pas l'image de quelqu'un qui sait faire des forums. Le forum, c'est quoi? C'est intellectualiser quelque chose. C'est la différence qu'il y a dans notre métier entre un salon, on vend des stands avec des contenus, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, et un forum, et donc je ne savais pas faire. Et évidemment, j'ai la chance d'avoir un mari avec qui j'échange toujours, surtout. Et mon mari est américain, enfin, à l'époque, hein, il est devenu français depuis qu'on est mariés, et il avait un copain qui, comme lui, avait fait HSC Wharton et qui s'arrête à Paris pour aller à Davos. Et on l'invite à dîner, et je lui explique mon idée. Je lui dis, est-ce que tu trouves normal que... Et il me dit non. Il me dit, tu as raison d'y réfléchir. Il me dit, tu devrais rencontrer la co-créatrice de Davos. Parce que tout le monde pense que c'est Klaus Schwab qui est seul. Parce que Klaus Schwab est incapable de dire qu'il a partagé. Et j'ai eu la chance de rencontrer cette femme. Et elle me dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un qui est complètement macho, qui est d'un Suisse. Il a été le directeur, le CEO de Davos, mais vraiment macho. Et en plus, il n'aime pas la France. Et encore plus les Parisiens. Je dis, c'est parfait, ça, je vais le rencontrer. On s'est rencontrés en terrain neutre, puisqu'il vit à Lausanne. On s'est rencontrés à Bruxelles. Je lui ai expliqué mon idée et il m'a regardé en se disant, elle est complètement cinglée. Ça se voyait dans son regard. Bon. Et quelques jours après, il m'a rappelé et il me dit, votre projet est formidable et je suis d'accord pour travailler avec vous, mais je vais vous coûter très cher. Et c'était l'ancien CEO de Davos. Et nous avons travaillé ensemble toutes les années où j'en ai été présidente. Et grâce à lui, j'ai appris le métier. En réalité, il était agacé un peu par les femmes parce que c'est vrai qu'il est macho, il avait quand même une fille. Et il n'aimait pas les Parisiennes, il les trouvait assez odieuses. Il se trouve que je suis bretonne. Et tout ça a eu l'heure de lui convenir. Et donc, voilà, et nous sommes toujours en excellente relation. On a fait un travail formidable ensemble. Ça a été assez compliqué aussi parce que moi, j'avais un conseil avec les plus grandes femmes de l'époque et qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait appel à un homme. Ce qu'elles ne comprenaient pas, c'est juste que je voulais apprendre le métier. Et je me suis appuyée sur lui. Donc, quand je décide de lancer quelque chose, je m'appuie et je recrute ou je m'entoure des gens les plus compétents et en tout cas qui complètent ce que je ne sais pas faire moi. Voilà, Et c'est alors, tout simple. tout de suite, vous avez eu une ambition mondiale, hein, ce qui vous a valu quelques inimitiés, vous le décrivez très bien dans votre ouvrage, de femmes françaises d'influence qui ne comprenaient pas pourquoi elles ne faisaient pas partie des speakers. Et tout de suite, vous avez eu cette ambition mondiale. Oui, et en plus, j'avais un anglais assez précaire malgré mon mari américain, vous voyez, c'était bon. Mais j'ai observé, parce que j'ai donc un peu benchmarké quand même, que le problème des femmes était à peu près partout pareil. Et je me suis dit que faire un forum franco-français, ça n'avait aucun intérêt, que le sujet, il fallait l'aborder dans la mondialisation dans laquelle on était déjà. On était moins globalisé qu'aujourd'hui, mais quand même. Et oui, je ne peux pas expliquer non plus pourquoi j'ai fait ce choix, sauf que ça me semblait, c'est comme une évidence. Vous savez, et je fais souvent des conférences pour des jeunes femmes sur l'intuition. Je crois que je suis née avec la chance d'avoir une intuition et d'écouter une intuition qui se répète. Mais je le dis souvent dans mes conférences aux jeunes femmes, je leur dis, si une intuition se répète, c'est souvent à l'origine d'un projet ou de quelque chose, donc écoutez vos intuitions. Et moi, j'ai des intuitions qui souvent arrivent la nuit, donc j'écris sur la moquette. Oui, pour me rendormir, il faut que tout ça soit évacué. Et donc, j'ai des blocs de papier et j'écris toutes les intuitions que j'ai, puis je les retrouve dans la journée. Et voilà, oui, j'ai décidé dès le départ qu'il fallait que ce soit mondial. Et surtout, Claude Madja, qui était donc ce consultant avec qui j'ai travaillé, macho, que j'aime beaucoup, m'a posé une question avant que nous signions le contrat. Il me dit, Aude, j'ai une dernière question, c'est combien de Français vous pensez avoir, vous souhaitez avoir comme speaker? Je comprends que dans la question, il y a un piège. Et je lui réponds, OK, dans 3 ans, nous aurons combien de speakers? Si on grandit normalement. Il me dit une centaine. Je lui dis donc 10%. Il me dit, vous êtes consciente que ce ne sera que 10 Français.
Je dis oui, et je réalise en vous disant ça que j'aurai beaucoup d'ennuis. Il me dit, vous assumez ça? Je dis oui, je fais 1,77 m, j'assume. Voilà. Et j'ai eu effectivement beaucoup de femmes m'en ont voulu, mais quand on a 100 speakers et seulement 10 françaises, ben, c'est-à-dire qu'on choisit celles, on a un fil rouge quand on fait notre métier, un fil rouge sur les programmes, sur les contenus, et il faut quelqu'un, vous savez, prendre la parole. Je parlais de charisme tout à l'heure, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai appris à parler. J'ai appris qu'une copine qui formait des journalistes de radio et qui me disait, si tu as peur, fais tomber ton stylo. Le temps de ramasser ton stylo, ta peur, tu peux la gérer. Tu prends quelqu'un dans une salle, tu identifies quelqu'un, un regard bienveillant, et tu suis ce regard bienveillant, tu ne regardes pas les autres. C'est des choses, vous savez, des petites choses. Et donc, au fur et à mesure, mon mari raconte souvent, il dit, quand j'ai commencé à la voir parler, elle avait une feuille et la feuille tremblait. Aujourd'hui, quand j'écris les discours, au bout de 5 minutes, je dis, bon, ok, je pose le discours, je sais ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, je me suis construite toute seule, enfin, avec beaucoup de bon sens, dans le fond. Beaucoup de bon sens, cette énergie, et puis aussi la peur de me planter. Vous savez, il y a aussi de l'orgueil derrière tout ça. Et je pense que l'orgueil est une qualité, je crois. Une grande qualité, en tout cas, vu les résultats. Le fondateur d'un gros cabinet de conseil français qui s'appelle OnePoint, publié il y a 2 jours une tribune sur les réseaux sociaux en disant on a 80 partenaires dans notre cabinet. Sur les 80 partenaires, il y a 14 femmes. Nous aimerions avoir d'ici quelques années une parité entre hommes et femmes chez nos partenaires. Donc on voit que même quand il y a une volonté au plus haut niveau dans les entreprises, on a parfois du mal à faire émerger à un niveau senior suffisamment de femmes pour avoir cette parité. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un chef d'entreprise pour susciter ses vocations et pour encourager les femmes à prendre des rôles de leadership? Alors, d'abord, un chef d'entreprise, et je connais bien le patron de OnePoint, et c'est vrai ils sont tous comme ça. Moi, je travaille avec McKinsey pour mon nouveau projet, là, la nouvelle société que j'ai créée il y a 6 mois. Donc, j'ai pris McKinsey parce qu'ils ont de beaux cerveaux quoi, aussi, et qu'ils ont accepté, ils ont trouvé mon projet formidable, mais ils sont confrontés aussi à ce problème. Le problème, il est de repérer les femmes quand elles arrivent et de savoir si un jour elles peuvent devenir partenaires. Parce que c'est facile de dire que les femmes n'ont pas envie. Non, elles n'ont pas envie quand le contexte est trop masculin, quand il y a trop de testostérone dans l'entreprise. Elles n'ont pas envie parce qu'elles ne sont pas considérées à leur juste valeur et elles sentent une sorte ça peut aller jusqu'au mépris et non pas un encouragement. Par ailleurs, dans certains métiers, comme ceux de consultants, les consultants sont confrontés à un temps, à une vitesse de temps que n'ont pas toutes les entreprises. Et donc, c'est souvent du jour pour le lendemain, ou dans les 48 heures, ou dans la semaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler le soir, il faut travailler la nuit. Et une femme, elle est, en France, à 90% responsable de la gestion familiale. C'est encore, et contrairement aux pays nordiques. Et donc, ça n'est pas compatible. Donc, c'est comment on arrive à rendre compatible une vie équilibrée. Et voilà, vous vous rendez compte que je crois que c'est chez Goldman Sachs à New York, où ils ont commencé à réaliser, il y a très peu de temps, qu'il fallait qu'ils fassent lever le pied à leurs consultants hommes. J'entends. Parce que ça les amène à des burn-out, tout ça. On est beaucoup plus performant quand on a une vie équilibrée. Or, et les femmes ne veulent pas de cette pression constante. Et donc ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est celui de ce manque de confiance dans les femmes, quoique à certains niveaux, c'est même plus ça, parce que si elles en sont là, c'est qu'elles ont dépassé ce stade. Mais c'est que l'entreprise n'est pas compatible avec leur vie de femme au sens de s'occuper des enfants. À partir de 40-50 ans, il y a souvent les parents, ça commence aussi un peu à se dégrader, donc il faut, et que ça leur retombe dessus. Il faut rendre la boîte enviable, il faut être attirant. Il faut que les hommes ne fassent pas semblant de dire on a besoin de femmes. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vécu, parce que le Women's Forum est à l'origine de la loi sur les quotas. Parce qu'avec McKinsey, on avait fait une étude qui montrait qu'il aurait fallu 500 années pour arriver à une parité.
J'illustre un peu beaucoup ça, mais enfin en Italie c'est 800, et c'est toujours le cas d'ailleurs. En Italie, nous, on y est arrivé. Et donc on a proposé de commencer à rédiger quelque chose, à travailler sur le sujet, et la loi a abouti en 2011, l'année où moi j'ai quitté le Women's Forum. Ils m'ont sorti, éjecté, parce que j'avais, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et là, il a fallu imposer, il a fallu légaliser, légiférer. Moi, je suis un entrepreneur et je n'aime pas être obligé de faire les choses par la loi. Je suis pour la compétence. Mais force est de constater que s'il n'y avait pas eu la loi, on n'y serait pas arrivé. Et aujourd'hui, le sujet, et c'est là où se pose, et pour répondre toujours à ce sujet de Layani qui dit je cherche des femmes et je veux des femmes, c'est de les identifier. On ne va pas imposer et légiférer pour les COMEX, c'est quand même la liberté d'entreprendre qui doit nous amener à... Mais regardons les choses autrement. Dans la jeune génération, moi, vous savez, j'ai 72 ans dimanche, donc j'observe, et ce que je dis beaucoup, c'est que l'avantage de l'âge, c'est parce que l'essentiel, c'est quand même le mal des genoux, mais l'avantage, c'est la liberté de parole. C'est une force. Et moi, j'utilise mon âge. C'est que aujourd'hui, il faut une sorte de naturalité dans la gestion de la famille. La nouvelle génération, les jeunes hommes, ont épousé des femmes souvent qu'ils ont rencontrées à l'école, qui ont les mêmes diplômes qu'eux, qui ont les mêmes ambitions qu'eux, parce qu'elles se situent toujours au même niveau au départ. Et puis, c'est quand on monte, quand on grandit, on se marie, on a un enfant, 2 enfants, et à ce moment-là, les femmes se heurtent à ce plafond de verre. Elles ne s'en rendent pas compte avant. Il y a des jeunes femmes qui ne comprennent pas mon travail, par exemple, et ce que je fais. Elles ne réalisent pas à quel point, à un moment, le monde va se fermer pour elles, où elles vont être ce plafond de verre qui va les limiter dans leurs ambitions. Donc, c'est à l'entreprise de faire tout ce qu'il faut pour repérer les femmes qui auront le talent de devenir partenaires, qui auront cette intelligence de savoir travailler, c'est l'agilité d'une femme. Moi, je l'ai dit un jour à un patron du CAC 40, l'agilité d'une femme est assez incroyable parce que quand elle s'occupe de ses enfants, elle est en même temps capable dans sa tête de mouliner le dossier et la proposition qu'elle doit faire à un client pour le lendemain. Quand elle va se coucher, elle va aussi penser à ça. Donc tant mieux que la France fasse autant d'enfants et surtout continuons parce que plus on a de responsabilités, plus le cerveau est agile. Une fois de plus, hein, c'est comme le vélo, faisons travailler nos muscles. Voyez, et donc, et ne laissons pas les filles de côté. Quand elles arrivent, il faut c'est pas les séduire, je n'aime pas ce mot quand il s'agit de femmes parce qu'il pourrait être mal interprété, mais en même temps, il faut savoir les identifier, les garder, changer le mode de travail. En cela, le Covid, et ce qu'on voit aujourd'hui, sur la répartition du temps entre la maison, le bureau et tout ça, on est peut-être dans un énorme changement et qui n'aura aucun impact sur les chiffres d'affaires des entreprises et sur ses résultats. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est la seule chose qui compte. Nous, on bosse pour avoir des résultats, pour avoir des actionnaires heureux, pour nous aussi, nous, patrons, avoir une vie, parce que être patron, c'est quand même un stress permanent. C'est voilà, la réalité. Mais on peut aussi gérer ce stress en prenant en compte tous ces éléments de vie et en regardant, en écoutant sa propre épouse, son propre conjoint ou ses filles. Vous savez comment j'ai réussi à avoir tous ces patrons qui m'ont accompagné quand j'ai fait le Women's Forum. Quand je suis allée voir Carlos Ghosn, je suis arrivée dans son bureau, il avait dit à son assistante, je la recevrai 20 minutes, ça a duré 1h30. À la fin, il m'appelait Aude et je l'appelais par son prénom. Et je suis arrivée dans son bureau en disant, Monsieur le Président, je crois savoir que vous avez 3 filles et un garçon. Je crois savoir aussi que vos filles font des études brillantes. Donc si un jour vous voulez me nommer un patron d'usine, est-ce que vous le confieriez à votre fille parce que c'est une femme ou pas? Il m'a dit, OK, je vais vous accompagner. Point. C'est juste du bon sens. Vous voyez, il avait des filles qui effectivement ont eu des carrières formidables. Bon, dommage pour la sienne, elle s'est arrêtée, c'est un autre sujet. Mais c'est ça la réalité. C'est beaucoup de bon sens. Vous voyez, et la nouvelle génération est en train de changer d'état d'esprit. Je le vois parce que j'ai quand même des petits-enfants, j'ai des enfants. Oui. Alors, on est en train de repenser la relation au travail. Est-ce que cette redéfinition des rapports entre l'entreprise, l'entrepreneuriat, le mode freelance, est-ce que ça, c'est une opportunité pour, comme vous le dites, changer le monde par les femmes? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une obligation
pour les entreprises et pour le monde, d'aller vers un monde plus équilibré. Et plus équilibré, ça veut dire, sinon la parité totale, en tout cas en prenant en compte la moitié de l'humanité que nous sommes, nous les femmes. Et moi, je le vois partout, dans à peu près tous les pays, et je pense que le temps des femmes est en train d'arriver. On le voit par la nomination de première ministre, par des femmes qui deviennent présidentes de leur pays. Et moi qui travaille beaucoup avec l'Afrique en ce moment, depuis 7 ans, j'ai cette initiative Women in Africa. Dans les pays où les femmes ont plus de pouvoir, ces pays s'en sortent mieux. Il y a beaucoup moins de corruption. Il y a beaucoup moins. Oui, il y a un mouvement aujourd'hui plus égalitaire et qui va beaucoup servir l'entreprise, mais au-delà, ça va servir le monde. Ça va servir le monde dans les choses qui ne servent pas le monde. Aujourd'hui, si on prend le cas de la France, notre président Emmanuel Macron, on a des femmes formidables. Moi, je suis très pour la première ministre. Je pense qu'elle vraiment elle fera le job parce qu'elle n'est pas dans l'émotion. Elle est dans elle est dans la responsabilité. Elle a accepté le job, elle le fera. Et moi, j'étais ravie de sa nomination. Et j'espère que le président acceptera cette personnalité forte qui est la sienne, parce que quand on regarde dans le fond, lui, il est entouré de mecs comme lui. Je veux dire, ils ont tous les mêmes études, je pense même qu'ils ont le même tailleur et le même coiffeur. Vous voyez, parce que dans le fond, il s'appuie sur des hommes, beaucoup plus que sur des femmes. Et ça donne... vous voyez, ce qu'on vit et ses propres comportements ont un impact sur sa réputation, sur son acceptation en tant que président, parce que peut-être n'a-t-il pas pris en compte cet équilibre nécessaire, voilà, c'est un équilibre, une réflexion différente. Et les hommes, les femmes, nous avons des sensibilités différentes, et les hommes ont autant de sensibilités que les femmes. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est d'accepter cette sensibilité pour les hommes. C'est qu'ils l'acceptent, qu'ils soient en phase avec eux. Mais le monde va changer beaucoup. Enfin, moi j'observe ça de façon très forte en Afrique. Là, c'est spectaculaire ce qu'on vit là-bas. Le temps des femmes arrive et le temps de conclure arrive aussi malheureusement. Aude. On aimerait continuer encore longtemps. Il y a une dernière question qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement? Ah oui, il y en a une que j'adore, mais vraiment que j'adore, et qui vient d'Afrique de l'Ouest. C'est: les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Les Et moi, poules savent quand le jour se lève et elles laissent au coq le soin de l'annoncer. Une très très jolie citation. mon boulot, Alors, c'est de bientôt, ce sont plus les coqs qui l'annonceront, mais elles-mêmes. et elles l'annoncent aujourd'hui à travers votre voix. Quelques idées pour poursuivre cet échange. Bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter Aude de Thuin, Changer le monde par les femmes, ou Femmes, si vous osiez, le monde s'en porterait mieux, publié en janvier de cette année. Un très beau livre de Léa Salamé aussi, Femmes puissantes, hein, qui fait des portraits tout à fait passionnants d'un certain nombre de grandes entrepreneurs et de grandes femmes françaises. Se libérer du syndrome de l'imposteur, hein, un livre de Kevin Chassang et de Stacy Callahan. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui doivent nous quitter avec comment devenir un leader résilient et durable, une conférence de Blaise Agresti, le CEO de Mountain Pass. Voilà, alors si Aude, vous avez encore quelques instants, on sera ravis d'accueillir les questions de nos auditeurs. Amaury, est-ce qu'on a quelques questions déjà dans la boîte? On a quelques questions, Roland. Je vais commencer par alors, quels conseils donneriez-vous, excusez-moi, aux hommes afin d'aider leurs amis ou collaboratrices à prendre confiance, notamment dans un espace de travail? Les écouter, partager le quotidien de la vie. C'est entendre et savoir si cette femme est capable de monter, c'est lui faire une confiance spontanée, c'est ne pas avoir de doute au départ parce que c'est une femme, elle va moins grandir que l'autre. C'est vraiment dans un partage de la vie courante. C'est très difficile parce que, oui, c'est dans l'écoute de l'autre, beaucoup.
Moi, j'ai mis une fille de 25 ans à la tête de ma nouvelle entreprise après un stage qu'elle a fait chez moi de 9 mois parce que j'ai deviné son talent potentiel pour prendre la direction d'un gros truc mondial qu'on est en train de lancer sur les filles dans les STEM, sciences, technologies, mathématiques, etc. Et parce qu'elle avait fait un stage chez nous de 9 mois, et voilà, et quand j'ai voulu mettre en place une équipe, et que je voulais, moi j'ai passé l'âge du quotidien des entreprises, et bien voilà, moi j'ai bien démarré à 22 ans, et donc j'ai nommé une fille de 25 ans parce que je l'ai vue, je l'ai observée travailler, je me suis dit, oula, là on a quelqu'un de précieux là. Voilà. Et quand elle a refait un master X HEC, eh bien, je lui ai dit, écoute, je lance une boîte, est-ce que tu veux en prendre la direction générale? J'ai eu confiance. Très bien, merci. Alors, une deuxième question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'à notre époque, les femmes continuent à se justifier et à devoir prouver qu'elles ont, comme tout le monde, un cerveau et qu'elles savent s'en servir, entre parenthèses, quand elles s'en donnent les moyens sans assistance aucune? Ah, ça me rend triste, ce que vous dites. Ça me rend triste parce que, effectivement, il est dommage de voir à notre époque qu'elles ont encore besoin de se justifier et de montrer qu'elles ont le même cerveau que les hommes. Je trouve que c'est triste d'en être là. Et c'est pour ça que cette génération de femmes et des rôles modèles sont essentiels pour que ces femmes arrivent à passer le cap. Je trouve ça terriblement, entendre ça me rend triste. Non, c'est pas normal que les femmes aient à se justifier. Et non, ce n'est pas normal que les hommes les obligent à se justifier. Qu'on observe de façon équilibrée. Est-ce qu'on dirait la même chose d'un homme? Est-ce que, vous voyez, c'est ça le truc. Vous vous rendez compte que quand une femme est proposée pour être administratrice d'une société, elle prend des cours pour être administratrice. Est-ce qu'on a déjà vu un homme dire ben, je vais prendre des cours pour être administrateur? Il va courir en disant oui, je vous remercie et bien sûr j'accepte. Jamais une femme ne fait ça, ou la plupart du temps. Elle pense qu'elle est obligée d'eux. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? C'est terrible. Voilà. C'est là où il faut qu'il y ait de plus en plus de rôles modèles et de femmes qui vont accepter, comme moi je l'ai fait à un moment, de dire les choses avec beaucoup de transparence pour encourager les femmes à se sentir égales des hommes. Et tout ça dans un féminisme très égalitaire et très paritaire. Moi, je ne suis pas une acharnée, une activiste. Moi, je suis une féministe pragmatique. Et mon rêve, c'est que les femmes disent, oui, moi aussi je suis féministe. J'en entends encore qui disent, je ne suis pas vraiment féministe. Hein. Il y a une honte à penser que, c'est quoi le féminisme? La définition du dictionnaire, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Point. Le jour où on sera là, on aura vraiment gagné. Et je vais vous dire que l'énergie que j'ai encore, qui est forte, je vais l'employer et continuer à la déployer pour ça. Alors, très bien. Une troisième question. Doit-on risquer d'imposer des quotas à certaines grosses entreprises, quitte à aller contre la liberté d'entreprise notamment? Là, on l'a abordé un peu tout à l'heure. C'est autant dans les conseils d'administration, le Women's Forum est à l'origine de la loi et on avait des études qui avaient montré que c'était indispensable. Donc sur les grandes sociétés, les conseils d'administration, je suis vraiment pour, même si je suis d'abord pour la compétence. Mais il se trouve que si on observe le CAC 40 en France, ou en Angleterre, toutes les femmes qui sont dans les conseils d'administration ont juste la compétence. Elles sont légitimes, on n'a pas forcé les choses. C'est un peu moins vrai dans les ETI. Les ETI, les patrons d'ETI sont plus en dire oh là là, cette parité, c'est insupportable, donc je vais mettre la cousine de ma femme parce qu'elle a fait des études. Ou vous voyez, ils ont un peu de mépris encore pour ça. Mais quand ils ont eux-mêmes des filles à qui ils ont envie de confier leur entreprise, ça commence à changer. Donc, sur les quotas, pour les conseils d'administration, je suis pour. En ce qui concerne les COMEX, je ne suis pas pour parce que je suis pour la liberté d'entreprendre. Néanmoins, c'est un vrai sujet parce que c'est dans le COMEX qu'on repère les talents. C'est le rôle du COMEX que de repérer les talents et de les faire grandir pour qu'un jour, justement, des femmes qui sont rentrées plus jeunes dans l'entreprise puissent accéder au COMEX. Donc, je suis pour cette liberté, mais que l'entrepreneur, le dirigeant, ose faire ce travail de regarder dans l'entreprise qui sont les filles en capacité d'eux. Vous voyez, c'est là où les ressources humaines sont importantes. Et les filles iront si elles ne voient pas que des hommes dans les COMEX. Comme il n'y a pas d'obligation
aujourd'hui, dans une entreprise, il arrive que sur, je sais pas, 10, 12 personnes au COMEX, il y ait 10 hommes ou 11. À ce moment-là, c'est compliqué. Une femme dans un COMEX est à l'aise, enfin, une femme, c'est quand elles sont 3 qu'on commence à être à l'aise. Une, on l'entend pas la plupart du temps. Deux, la deuxième va commencer peut-être un petit peu à soutenir, mais quand elles sont 3, ça change tout. Parce que là, il y en a 2 qui vont dire, attendez, elle est en train de parler, laissez-lui la parole, elle a quelque chose à dire. Vous voyez, donc c'est progressivement, c'est faire monter, c'est pas une seule personne pour se donner bonne conscience. C'est y aller, il y a des techniques pour ça, je vous dis les 3 personnes. Et dans une entreprise qui aura 3 femmes ou plus dans son COMEX, cette entreprise va devenir attirante pour quelqu'un de l'extérieur quand on veut recruter. Parce qu'aujourd'hui, ce critère, c'est comme le critère de l'environnement et de RSE, les entreprises ont du monde à se faire. Hein, parce que si elles ne répondent pas à ces sujets qui sont les grands sujets du monde aujourd'hui, qui sont le changement climatique, et donc qu'est-ce qu'on fait pour être plus conforme et pour aider, pour contribuer et le sujet des femmes est le deuxième énorme sujet aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui refusent de financer des boîtes quand elles n'ont pas ce respect des femmes et quand elles n'ont pas atteint un certain quota de femmes. Donc c'est terrible et c'est vachement bien. C'est bien dans le sens où, ben voilà, si les fonds d'investissement qui n'ont pas d'état d'âme en général, d'ailleurs ce sont des tueurs, hein, ce sont vraiment des tueurs, eh bien ils ont commencé à comprendre. Pourquoi? Parce que pour des raisons une fois de plus, de sensibilité, nous femmes, nous avons une sensibilité différente, complémentaire de celle des hommes. Eh bien, en Afrique en tout cas, ce sont les femmes qui ont le souci de l'environnement et de la préservation de leur village, de leur pays, de leur continent. C'est extrêmement intéressant de voir l'impact des femmes sur ce sujet majeur de l'environnement. Vous voyez? Et donc, on a tout intérêt. Et tant qu'on n'a pas essayé, après tout, qu'est-ce qu'on prend comme risque? Vous voyez? C'est qu'est-ce qu'on a comme risque de tenter? Après tout, il y a tellement d'hommes aussi qui sont des échecs, qui ne sont pas de bons managers, qui ne sont pas bon. Ben nous, les femmes, on fera autant de conneries qu'un homme. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de raison de juger une femme. Et surtout, les hommes qui dirigent aujourd'hui, en général, je vous dis, ont des femmes qui travaillent aussi, qui les écoutent plus, qu'ils partagent avec eux. Moi, je déjeune tous les jours avec mon mari, j'échange avec lui sur ma nouvelle société, sur les doutes que j'ai, sur les questions que je me pose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est le déjeuner. Nous avons pris, parce que quand je suis à Marrakech, parce que je vis entre Paris et Marrakech, quand je suis à Paris, j'ai 3 petits déjeuners, 2 déjeuners, enfin, c'est juste un cauchemar. Mais c'est le partage avec les autres. Et je pense que les hommes devraient partager peut-être plus et parler avec leurs filles aussi, leurs filles adolescentes, leurs filles jeunes femmes, voyez, qui vont affronter ce monde du travail. Et sinon, les filles n'iront pas dans les entreprises. Elles n'iront pas. Si l'entreprise ne fait pas d'efforts, le monde du travail va changer. Elles n'iront pas. Et quand on sait la difficulté qu'il y a aujourd'hui à recruter, le désir des jeunes plutôt d'avoir des CDD plutôt que des CDI, c'est quand même un bouleversement profond du monde, ce à quoi nous vivons aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Et c'est passionnant à observer. Donc tout dépend de l'entreprise aujourd'hui et de sa capacité à attirer des gens et à faire ce qu'il faut. Et moi, je trouve que c'est passionnant. On est dans une mutation, dans plusieurs mutations environnementales, technologiques, humaines, et c'est comme ça que, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez l'énergie et la croyance qu'ont eu ces Ukrainiens dans le fait qu'il fallait se battre, qu'il fallait y aller, c'est formidable, ça a porté un pays. Eh bien, c'est la même chose pour l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes dans cette mutation et il faut accompagner ces mutations, la devancer si c'est possible. Parce que sinon, attention, entrepreneur. Devancer les mutations, changer le monde par les femmes. Un immense merci Aude pour cet entretien passionnant. Bravo pour votre engagement, bravo tous nos vœux pour cette nouvelle initiative que vous lancez, les filles dans la STEM. Et puis on retiendra de suivre ses intuitions. Le temps des femmes arrive et les poules savent quand le jour se lève, mais laisse le coq l'annoncer. Un immense merci pour votre humour, pour votre énergie, pour votre générosité. À très bientôt, j'espère. Est-ce que je peux lancer un appel? On cherche un ou une commerciale pour ma nouvelle boîte.
Absolument. Et donc, si vous êtes commercial et que vous voulez travailler avec Aude de Thuin, je pense qu'il n'y a pas de meilleur job aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer un email à Incentive et on forwardera on forwardera votre candidature à Aude de Thuin. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine avec Blaise Agresti pour parler de comment devenir un leader résilient et durable. Merci encore de votre fidélité. Bonne journée et à très vite. Merci. Au revoir.